Bonjour à toutes et tous, merci de nous avoir rejoints dans cet amphithéâtre de la CEPAC, la Caisse d'épargne Provence, Alpes, Corse, Réunion et de nombreuses autres îles. Donc il est tout à fait possible que dans quelques instants, on ait la présence d'Aline Moreau, la directrice de la communication, qui viendra nous saluer. Mais cet amphi en centre-ville est très agréable pour organiser des réunions. Alors, je m'appelle Yves Blisson, je suis chroniqueur économique, je vais avoir le plaisir d'animer donc cette réunion d'aujourd'hui. Et je vous remercie au nom de la gamme et des agences de la métropole, des agences d'urbanisme de la métropole, d'avoir accepté cette invitation. Et puis je pense de contribuer au débat avec nous dans quelques instants, puisque nous allons vous proposer un débat suite à une présentation qui sera faite par Patrick Pellata, et nous en reparlerons dans quelques instants. Je vais tout d'abord proposer à Laure-Agnès Karadec, la présidente de la gamme, de bien vouloir venir vous accueillir. La question est essentielle, la voiture serait un vente, mais au-delà de ça, et bien sûr, ce sont les questions de mobilité qui vont être abordées aujourd'hui. Mobilité, clé essentielle du développement d'un territoire, et Jean-Pierre Cérus, vice-président à la métropole en charge de la mobilité, interviendra également. On voit bien qu'à l'heure de la métropole la plus étendue de France, 92 communes. La mobilité est le point essentiel parce que c'est le point essentiel du développement et c'est le point un peu défaillant qui est un frein à l'emploi. Donc c'est une des priorités évidemment couplée avec la rationalisation économique, le foncier économique, l'habitat. Et l'objectif, évidemment, dans le développement d'un territoire, c'est la cohérence urbanisme-transport, et c'est ce qui nous guide dans la réflexion de tous nos documents. Nous venons d'arrêter le PLUI à l'échelle des 18 communes, et le fil conducteur, c'est la cohérence urbanisme-transport, à l'heure où, évidemment, on ne doit pas avoir d'étalement urbain, on doit avoir une densification. Cette densification doit se faire intelligemment sur les axes de transport structurants. Mais au-delà de ça, on voit bien que avec l'innovation, les nouvelles technologies, les modes, les usages, les modes de vie et les nouvelles générations ne fonctionnent pas comme nous. On doit aussi comprendre ce mode de fonctionnement, on doit s'interroger. C'est le rôle de l'agence d'urbanisme qui lance des réflexions un peu prospectives au-delà des documents traditionnels faits par une agence d'urbanisme, mais des axes de réflexion sur les nouveaux usages, sur les nouveaux comportements, sur les nouvelles technologies, sur la question énergétique, parce que nous l'aborderons évidemment, et comment dans les projets d'envergure, je pense notamment à Euroméditerranée, puisque Euroméditerranée, dans son ADN, a le droit à l'expérimentation, c'est-à-dire que dans la conception de nouveaux quartiers, comment on peut intégrer des innovations qui aujourd'hui ne sont pas forcément référencées, ne sont pas forcément normées, et donc ce droit à l'expérimentation est un véritable terrain de jeu à la fois pour les politiques que nous sommes, pour les opérateurs, et pour les gens qui réfléchissent à la ville de demain. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce qu'on vous propose sur le thème de la voiture. Alors, en aparté, on était tous sur nos considérations personnelles, parce que voilà, on a une voiture électrique, comment on la recharge, ou comment on arrivera à fournir l'énergie nécessaire. C'est une vraie question. Aujourd'hui, le parc automobile électrique est quand même assez réduit. Si demain on passe à un parc important, comment on peut, via des énergies évidemment renouvelables et décarbonées de préférence, on pourra fournir l'énergie nécessaire, la mise à disposition, les services. Voilà, ce sont les questions qui vont nous animer aujourd'hui. Merci à tous les intervenants qui vont participer à cette table ronde. Et bien sûr, merci à M. Pellata qui est une référence et qui va nous éclairer de toutes ces connaissances et de toutes ces réflexions. Merci infiniment. Merci Madame la Présidente. On vous retrouvera tout à l'heure pour une table ronde qui suivra en effet l'introduction d'ouverture donc de ce colloque. C'est Patrick Pellata qui va intervenir.
Patrick Pellata, donc vous savez qu'il a occupé des fonctions très importantes dans le groupe Renault, qui ensuite est parti en Californie travailler dans une très grande société aussi spécialiste du commerce mondial sur les réseaux Salesforce, qui était hier partenaire d'ailleurs d'un important forum à Marseille sur la transition numérique et digitale des entreprises. Et puis Patrick Pellata a créé donc ce qu'on pourrait appeler une start-up de conseil et de stratégie, parce que ces questions-là que nous nous posons, nous, à titre individuel, sont aussi des questions industrielles très importantes que se posent les grands constructeurs. C'est des questions d'assurance, c'est des débats autour de l'énergie. Donc à la fois, on est sur l'économique, on est sur le sociétal, on est sur l'environnemental. Donc évidemment, toutes les questions qui nous animent régulièrement lors des rencontres qu'organise la Gamme. Je vais tout de suite passer la parole à Patrick Pellata en le remerciant d'être avec nous à Marseille aujourd'hui, en lui passant donc la tribune et le micro. Et puis ensuite, on aura l'occasion donc d'installer une table ronde à laquelle il participera également. Merci d'être avec nous. Donc je vais vous parler de l'évolution de la mobilité avec l'arrivée des véhicules autonomes, ce que ça peut changer, et le rôle important que les agglomérations, les métropoles doivent y jouer. Elles seront, vous verrez, leur rôle est indispensable. Alors, comme je pars des voitures, donc très vite, j'ai passé 28 ans chez Renault et Nissan, où j'ai dirigé l'ingénierie, j'ai dirigé le product planning, les produits, le design, etc. Et quelques régions, avant de diriger l'ensemble des opérations de Renault. Il y a très longtemps, je suis quand même passé par l'urbanisme, parce que après que j'ai fait les ponts, et au pont, j'avais choisi de faire architecture et urbanisme, donc ça a été pendant... j'ai fait ma thèse après sur des sujets d'aménagement plus régional et industriel. Voilà, donc ça, je retrouve un peu des choses, mais je suis parti de la voiture, ça c'est important, et dans mon exposé, je repars de la voiture et des usagers de la voiture qui utilisent la voiture un peu autrement. Donc les voitures, elles sont sous... Et la mobilité, de façon générale, c'est vraiment des évidences, mais je le redis très vite, et surtout, je vais hiérarchiser ça un petit peu. D'abord, évidemment, les contraintes environnementales, c'est pour ça qu'il y a le véhicule électrique. La saturation urbaine, qui est quelque chose sur lequel, finalement, les constructeurs automobiles s'en accommodaient, on va dire ça comme ça. Et puis surtout, il y a ça, les nouvelles exigences qui viennent de la révolution du smartphone, en fait, qui font que les gens veulent maintenant une réponse immédiate à leurs besoins, 24 heures sur 24, veut que les grandes marques auxquelles ils font confiance les aident à réduire leurs coûts et leur simplifient la vie. Et c'est ça qui a généré ce qu'on appelle la mobilité à la demande, au-delà du traditionnel taxi, et qui fait que ça explose avec les Uber, etc. Je vais développer ça un petit peu maintenant. Mais c'est aussi ce qui pousse le développement d'Amazon et la livraison des petits paquets à la maison, voire la livraison du repas à la maison, voire la livraison des courses, même des petites courses à la maison. Tout ça, c'est une accélération de la mobilité et un engorgement qui commence des villes. Et puis, tout ça s'est arrivé en fait parce qu'il y a une couche de technologie qui s'est développée sur les 30 dernières années, 40 dernières années, mais qui d'un seul coup convergent. Et là-dedans, il y en a deux qui sont importantes pour ce dont on va parler, l'électrification et puis surtout la conduite autonome, voire les véhicules sans chauffeur. Donc je vais parler d'abord de ce premier élément, la mobilité à la demande, parce que c'est ça qui pilote la transformation au premier chef. Ensuite, la technologie des voitures autonomes qui est en train d'arriver, ce que ça pourrait générer à partir de simulations qui ont été faites, le fait que les villes, et plus exactement les agglomérations, les métropoles sont indispensables pour faire évoluer l'ensemble du système. Ça ne se passera pas sans elles. Les capacités qui sont nécessaires, les capacités qui sont nécessaires pour opérer à grande échelle ces véhicules autonomes, les différents acteurs qui se pressent au portillon, au-delà des villes, et puis ensuite, un peu en conclusion, quelques mots sur ce qui peut être fait, vu encore une fois, de ma cour. La mobilité à la demande, la première chose, voilà la croissance de Uber, voilà les taxis à New York. New York, pourquoi je prends New York? C'est pas parce que j'ai
un fantasme sur les États-Unis, c'est ça, non, parce que c'est la seule ville au monde qui a imposé à tous les taxis et les VTC de donner leur point de départ, leur point d'arrivée, l'heure de départ, l'heure d'arrivée. On a donc des statistiques extrêmement fines sur New York, et ça montre la croissance donc de 60 000 courses par jour, alors que les taxis étaient à 450 000, donc un total de 500 000. Et puis maintenant, Uber qui est à 400 000, les taxis qui sont descendus à 300, Lyft et ses concurrents qui sont un peu au-delà de 100. Donc au total, on a fait quand même x2. Et les taxis ont commencé à se faire cannibaliser. Quand vous voyez ces courbes-là, vous imaginez que ça ne va pas s'arrêter, on n'est pas encore sur un plateau. Et ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils cochent toutes les cases de ces nouvelles exigences. Et un certain nombre de villes, voire des États, l'Allemagne, Londres a cherché à bloquer un moment, mais à chaque fois, les gens disent c'est mieux. Donc je veux garder ça, c'est eux qui tirent, c'est eux qui poussent, et ça ne veut pas dire que ça ne génère pas de problème, je vais en reparler derrière. Alors c'est quoi, quand on mesure un petit peu ce que c'est que Uber, c'est 2,5 millions de chauffeurs dans le monde. Ça commence à faire beaucoup. Didi, c'est le double d'Uber en nombre de courses, et même un peu plus, avec une croissance qui est encore supérieure. Didi opère en Chine, mais maintenant aussi en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. Et si on regarde le nombre de voitures impliquées, c'est un ordre de grandeur qu'il faut garder en tête. Avant, à New York, vous aviez les Yellow Cabs et les autres, les Black Cars, et les Green Cars, les Green Taxis. Ça faisait 33 000, on va dire. Et vous avez rajouté maintenant 70 000 VTC, c'est-à-dire que vous avez multiplié par 3 le nombre de voitures qui font du transport à la demande dans New York. Évidemment, ce n'est pas sans conséquence. Cet ordre de grandeur de 100 000 voitures, il faut le garder en tête, parce que quand on va parler de robotaxi, c'est les ordres de grandeur x2, x3 dont il va falloir s'occuper. L'impact d'aujourd'hui, il y a peu de statistiques globales sur l'impact que ça a eu, mais retenez ça, sur les grandes agglomérations, donc un quart à peu près des Américains, un quart, un cinquième, il y a 5% des gens qui utilisent Uber ou Lyft toutes les semaines. Et il y en a 1 sur 5 qui l'utilisent, qui l'ont déjà utilisé. Et ça, c'est des données de fin 2016. Comme ils ont 40-50% de croissance par an, ce chiffre-là, il est probablement augmenté d'autant. Et ils ont cannibalisé les taxis. Pour les voyages d'affaires, maintenant, dans les statistiques qui sont publiées aux États-Unis, là encore, les 2/3 des voyages d'affaires, quand ils utilisent du transport au sol, pas les avions, utilisent Uber Eats. Et donc les loueurs ont beaucoup perdu, et les taxis ont perdu encore plus dans le transport business. L'autopartage souffre aussi quand les VTC se développent très fort, mais ça dépend un peu des villes. Et l'usage de la voiture personnelle baisse aussi, mais pas encore la possession, en tout cas telle que mesurée dans ces enquêtes. Enfin, il ne faut pas oublier dans le transport à la demande tout ce qui arrive à côté. Ça pèse lourd en fait en termes en part modale, là, ça commence à peser très lourd, la Californie étant là aussi assez en avance. Et enfin, je n'ai pas mis les ordres de grandeur là, parce que ça varie beaucoup, mais il faut retenir ça croît. La livraison à domicile de marchandises, ça croît à 10% par an. Une partie est prise par l'équivalent à la Poste et ses équivalents, et une autre partie, c'est les gars qui sont en vélo, en mobilette, en scooter, etc., avec un sac à dos. Ça fait aussi beaucoup de mobilité en plus dans les villes. Voilà, donc cette tendance-là, c'est une tendance lourde, rapide, croissance extrêmement rapide pour les deux, et ça s'appuie essentiellement sur un besoin nouveau, des jeunes d'abord, mais pas seulement des jeunes, ça s'est répandu dans l'ensemble de la société. C'est quand même assez cher, Uber. Ceci dit, quand on regarde l'utilisation d'Uber dans l'enquête dont je parlais tout à l'heure, même des revenus bas utilisent aussi Uber et Lyft, un peu moins souvent, mais ils l'utilisent quand même. Maintenant, le deuxième élément, c'est la technologie qui arrive et la convergence des deux, et c'est évidemment tout l'objet de ce dont on va parler ce matin. Petite définition juste rapide. Ce
Ce que vous trouvez couramment aujourd'hui dans les voitures modernes, c'est le niveau 2 d'automatisation, c'est-à-dire que la voiture est capable de faire toute seule un certain nombre de choses, de suivre celle qu'il y a devant, de freiner toute seule, d'accélérer toute seule, etc. Le niveau 3 est très contesté, puisque ça, c'est ce qu'on appelle eyes-off, sauf qu'il vous faut reprendre le contrôle rapidement quand la voiture ne sait plus. Et c'est d'où les accidents de Tesla, où il fallait reprendre tellement rapidement que le gars il regardait un film ou il faisait autre chose, et il y en a quelques-uns qui sont morts déjà. Et par contre, le niveau 4, là, la voiture est capable de faire toute seule un certain nombre de tâches, par exemple sur autoroute. Donc ça, les premières, il n'y a pas encore de voiture vraiment commercialisée là-dessus. Et là, niveau 5, c'est la voiture sans chauffeur. Donc, on peut être niveau 4 sur certaines zones, mais quand même avoir un chauffeur, parce qu'une voiture, il faut qu'elle aille partout, sauf si on est Uber, où là, on peut choisir où on va faire passer la voiture, enfin un VTC, hein. Quand je dis Uber, c'est un VTC. Et alors là, il s'est passé quelque chose d'assez important, c'est que tous les constructeurs automobiles étaient, je fais niveau 2, je fais niveau 3, avec quelques questions, je fais niveau 4, et puis un jour, j'irai au niveau 5, où la voiture sera allée partout, mais ça, c'est très loin, 2035, 2040, on ne sait pas trop. Et puis, en janvier 2015, Uber a embauché l'essentiel du meilleur labo de robotique américain, Carnegie Mellon, à Pittsburgh, et a dit, moi, je veux faire des véhicules autonomes pour moi, pour transporter les gens. Ils n'iront pas partout, mais ils me permettront d'économiser le salaire du chauffeur, et donc ça va baisser mes coûts, ça va me permettre de grandir. Et là, tout le monde, côté constructeur, a dit, on va dire 1 an et demi après, les premières réactions sont arrivées en disant, nous aussi, on veut faire des robotaxis, BMW, Daimler, Renault-Nissan, etc., General Motors, l'ont dit. Alors maintenant, la technologie, où elle en est? Très vite, il faut revenir sur le pionnier, c'est Google, qui s'appelle maintenant Waymo, enfin, sa branche automobile s'appelle Waymo. Ils ont lancé le projet, en fait, avant 2009, mais officiellement en 2009. En 2009, on pouvait déjà essayer des voitures qui étaient pas mal. Moi, j'en ai essayé une en 2012, qui savait éviter piétons, cyclistes, croiser un camion, mais en doublant un cycliste, etc. etc. Très bien, en ville, dans la rue principale de Palo Alto, qui est une rue, on va dire, méditerranéenne, avec des terrasses de café, etc. Des gens qui traversent n'importe où, enfin bref, la vie comme on la connaît. Ils ont filialisé Waymo ensuite. En 2017, ils ont lancé à Phoenix, dans la banlieue de Phoenix, un programme avec des volontaires dans les voitures autonomes, mais avec quelqu'un derrière le volant. Ensuite, ils ont enlevé les clients et le chauffeur. Ils ont fait tourner les voitures toutes seules dans Phoenix, comme si elles faisaient des courses. Puis ils ont rajouté les clients, mais toujours pas les chauffeurs. Et ils en sont là aujourd'hui. C'est encore des volontaires. Et c'est plusieurs centaines de voitures qui tournent comme ça dans la banlieue de Phoenix. Donc la technologie, elle existe. Elle tourne avec des gens dans la voiture qui sont des volontaires. Ils ont annoncé qu'ils passeraient en exploitation commerciale à la fin de cette année, en 2018. Et ils ont commandé, ce qui montre un petit peu leurs intentions, 80 000 voitures, 20 000 électriques. Et puis comme ils voulaient aller plus vite, et que Jaguar ne pouvait pas leur en donner plus, ils ont aussi commandé 62 000 voitures à des Chrysler Voyageurs, à Fiat Chrysler. Ils ont cumulé 5 millions de miles et ils ont, en simulation, ils simulent 2,7 milliards de miles par an. Donc ils sont très très loin. Vous avez pu remarquer aussi, quand vous associez ça, Google, c'est aujourd'hui le numéro 1 devant Watson, IBM, etc., en machine learning. Et évidemment, ça leur sert pour ça. Alors voilà comment ça fonctionne. Ça, c'est l'image en quelques dixièmes de seconde de ce qu'envoie un lidar, donc un faisceau laser, pour repérer tout ce qui est autour de lui. Il ne s'appuie pas du tout sur l'infrastructure, c'est important. Les Américains ne font jamais confiance au pouvoir public pour avancer. C'est d'ailleurs un peu l'erreur que j'ai faite, moi, chez Renault, en attendant les bornes de recharge de véhicules électriques pour la Zoé, et que Tesla n'a pas fait, puisqu'ils ont construit eux-mêmes le réseau. Évidemment, ça a permis un démarrage plus rapide. Voilà où ils opèrent. Donc, Phoenix, ça c'est la banlieue de Phoenix. Donc, vous voyez, c'est quand même des avenues faciles. Donc, ils opèrent dans un lieu
plus facile que le centre-ville de Marseille ou de Paris ou les villages provençaux, mais ils opèrent. Et ils vont s'étendre dans 7 ou 8 villes aux États-Unis. Donc ça, c'est l'un de leurs ateliers de préparation des voitures. Et ils viennent d'annoncer qu'ils allaient venir en Europe, évidemment. Ils n'ont pas dit quand, mais c'est clairement dans leur plan. Uber fait la même chose avec Volvo. Voilà leur voiture. General Motors, très avancé. Donc eux, ils testent sur San Francisco, qui est beaucoup plus difficile que Phoenix. Et ils sont déjà apparemment bien avancés. Ils ont dit qu'ils démarreraient en exploitation commerciale en 2019. Et là, on est sur un constructeur automobile. Donc, General Motors, si vous n'avez pas capté cette information, leur filiale s'appelle Cruise. Ils l'ont acheté 1 milliard à peu près il y a 2 ans. C'était 60 personnes. C'était un prix faramineux. Et ils sont presque à 2000 personnes aujourd'hui qui travaillent sur le véhicule autonome. SoftBank, le financier japonais, a mis 2,2 milliards dans Cruise, et General Motors a rajouté encore 1 milliard, donc ils ont 3 milliards de dollars de funding, un peu plus, 2000 personnes. C'est juste pour donner les ordres de grandeur de l'argent qui est mis aujourd'hui sur le véhicule autonome. On n'est pas dans la délicatesse, et je pense qu'il y a des choses assez équivalentes chez Daimler. Daimler, justement, ça, c'est sa déclaration qu'il a faite pour la première fois au Salon de Paris. C'est Dieter Zetsche, le PDG de Daimler, qui dit: le futur de la mobilité est connecté, autonome, partagé. C'est le premier constructeur automobile qui a dit ça fortement, partagé, et évidemment électrique, et piloté par Mercedes-Benz. On comprend pourquoi il dit ça, mais il le pense vraiment, et je crois qu'il le fait vraiment. Enfin, il fait tout ce qu'il faut pour que ça arrive. Alors, c'est quoi un robotaxi ? C'est sans chauffeur, c'est partagé. Au début, ça ne peut pas aller partout, ça peut aller simplement sur un certain nombre de trajets qui ont été étudiés en profondeur, cartographiés de façon détaillée, sur lesquels on a regardé les risques. Est-ce qu'il y a souvent un gamin qui débouche en courant derrière son ballon, etc. etc. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, on ne sait pas trop ce que c'est. Peut-être que ça pourra faire la nuit aussi du transport de marchandises en enlevant les sièges. C'est aussi un endroit, comme ce sera partagé, où on a une certaine intimité. Pensez classe affaires d'un avion. On est ensemble mais séparés. Les femmes dans les enquêtes disent clairement: je ne veux pas que quand je sors le soir dans ma rue sombre, quelqu'un qui n'a pas prévu de sortir à cet endroit-là sorte derrière moi. Ce qui veut dire, je comprends, mais qui veut aussi dire c'est peut-être un siège, une porte. C'est pas encore. Donc les voitures auxquelles on pense là, c'est pas les voitures qu'on connaît aujourd'hui. Elles ont besoin d'évoluer. Ceci dit, un constructeur automobile pour faire une voiture comme ça, quand il a la plateforme électrique, c'est 2 ans, 3 ans. C'est pas 10 ans. Donc ça arrivera. Et ça, c'est juste des images de la navette Navia que vous connaissez sans doute, et une navette, la concept car de Volkswagen. Et donc, enfin, ils sont électriques. Là, j'ai remis simplement la courbe de croissance des véhicules électriques dans le monde, là, beaucoup accélérée par la Chine ces derniers temps, avec 2 millions de voitures prévues et 2% de part de marché mondiale. Une étude qui est sortie d'Alix Partner hier ou avant-hier, là, qui dit 40% en 2035 pour l'Europe. Et je pense que ça peut aller plus vite, mais on verra, on peut en parler après. Ce qui est évident, c'est qu'un robotaxi sera électrique dès qu'il y aura assez de plateformes pour le faire, tout simplement parce que la question de l'autonomie n'est plus une question. Les architectures sont plus faciles, la modularité d'une architecture de véhicule électrique est beaucoup plus facile à obtenir, donc on peut faire des voitures à 2 places, à 4 places, à 6 places, à 8 places, à 10 places, etc. Et éventuellement les faire avec un plancher complètement plat, et donc éventuellement enlever les sièges et transporter des paquets propres quand on ne transporte pas les passagers. Voilà, donc ça c'est ce que la technologie sait faire, et c'est pas pour dans 10 ans, c'est ça mon point qui est important. Ça tourne déjà dans des conditions relativement simples.
ça va s'améliorer, c'est-à-dire que le périmètre sur lequel ça peut agir va augmenter petit à petit. Mais on n'est pas parti jusqu'à 2030. On est dans quelque chose qui arrive beaucoup plus vite que ça. Je dirais que je serais très surpris qu'en 2025, il n'y ait pas déjà des flottes de plusieurs milliers de robotaxis dans certaines villes, quoi. Peut-être plus que plusieurs milliers. Alors, qu'est-ce que ça peut donner sur la ville? Qu'est-ce que ça peut donner sur la ville? Et là, j'utilise une simulation qui a déjà 2 ou 3 ans, qui a été faite sur Lisbonne par le International Transportation Forum. C'est la première grande simulation qui a été faite. Elle est un peu caricaturale, et l'objectif, c'est pas de prendre ça pour argent comptant, c'est simplement de regarder la direction que ça donne et les questions que ça pose surtout. Donc ils ont pris comme hypothèse que les transports lourds pouvaient prendre plus de gens. Il n'y a pas de limitation de capacité, ce qui, sur Paris par exemple, poserait quelques problèmes. Ensuite, ils ont dit on supprime tous les bus, parce que les bus, c'est pas très efficace, sauf éventuellement les bus qui sont comme des métros, donc qui voilà, à haute efficacité. Ils ont, dans le premier scénario, c'est celui sur lequel je vais le plus insister, ils ont dit on supprime les voitures personnelles et on met tout le monde dans des robotaxis en course partagée. Évidemment, c'est caricatural, mais ça... Ensuite, ils ont fait des scénarios moins forts. Puis ils ont fait d'autres grandes simulations depuis. Il y en a une quinzaine qui ont été faites par eux, enfin par 4 par eux et beaucoup par des universités, surtout américaines. Et je présenterai très vite celle sur Helsinki qui prend beaucoup plus de détails en compte. Et voilà ce que ça donne. Donc, sur les quelques paramètres qu'on va regarder, la taille de la flotte, désolé c'est en anglais, les véhicules kilomètres, le nombre de voitures qui circulent à l'heure de pointe, les voitures qui sont stationnées dans la ville, le temps d'attente des gens qui prenaient, dans ce cas-là, en référence là, les transports publics, et les temps de trajet moyen. Ça, c'est le cas, c'est Lisbonne dans son état actuel, enfin il y a 3 ans. Et ça, c'est ce qui se passerait dans ce scénario où on enlève toutes les voitures, les bus, et on met tout le monde dans des robotaxis. On est capable de remplacer l'ensemble du parc actuel par 10% des voitures et faire exactement les mêmes mobilités, aux mêmes heures, etc. On ne change rien. Ça fait un petit peu plus de véhicules kilomètres. Par contre, à l'heure de pointe, ça fait seulement 1/3 des voitures qui circulent. Et surtout, en stationnement, on enlève les voitures de la ville, en gros. On en enlève 14 sur 15. Et on améliore les temps de trajet. Donc évidemment, c'est beaucoup moins fort si on enlève moins de voitures. Dans ce dernier cas, on n'enlève que 6% des voitures, mais on enlève la moitié des trajets faits en voiture avec une seule personne. Et dans ce cas-là, on ne réduit pas le nombre de voitures qui circulent à l'heure de pointe, donc on voit que ça ne marche pas, ça. Par contre, ils ont fait sur... alors, deuxième conséquence, et qui est très importante à bien cerner, c'est qu'est-ce qui se passe. Donc là, on est en passager kilomètre, personne kilomètre. Kilomètre passager, vous dites en français, je mélange toujours un peu, kilomètre passager, pardon. Donc là, ce qui est très important, c'est que les transports lourds augmentent de façon assez significative, et en particulier en grande banlieue en banlieue de Lisbonne. Lisbonne, c'est une ville qu'il faut plutôt comparer en densité. Je ne connais pas vraiment la densité de Marseille, mais à la première couronne parisienne. C'est pas super dense, quoi. Puis la deuxième couronne, ça correspond à peu près à ça. Donc on voit que c'est une forte augmentation des transports lourds. Donc les robotaxis, ça cannibalise les bus dans les simulations. Par contre, ça ramène des gens sur les transports lourds, sauf peut-être quand ça permet d'éviter dans les... Alors c'est pas votre cas, mais c'est le cas de Toulouse, de Paris, etc., où les transports lourds sont en croix, et où donc pour faire banlieue, il faut passer par la croix qui est saturée. Et là, les robotaxis, eux, ils peuvent décharger, mais c'est pas le cas à Lisbonne comme pour vous, c'est plus maillé. Voilà, et ce qu'on voit, c'est que le multimodal augmente très fortement, avec cette option que les robotaxis peuvent avoir, c'est qu'ils apportent des gens qui ne prenaient pas le train ou le métro
parce que c'était trop loin, ils ne pouvaient pas se garer à côté, et ils ne pouvaient pas aller à la gare. Finalement, ils prennent leur voiture jusqu'à leur destination finale, alors que là, le robotaxi les emmène à la gare, et c'est pratique, il n'y a pas besoin d'attendre pour stationner, de chercher une place de stationnement, ils prennent le train. Et donc ça, dans les simulations, ça se voit bien. Il se trouve qu'à San Francisco, aujourd'hui, Uberpool, qui est donc du partagé, a augmenté le trafic sur la ligne de train qui dessert San Francisco vers Palo Alto. Il y a énormément de gens qui vivent à San Francisco parce que c'est plus agréable, qui travaillent à Palo Alto parce que c'est là qu'il y a beaucoup d'entreprises, et donc ces gens-là prennent Uberpool, vont à la gare et prennent le train, ce qui leur évite de passer un temps infini à conduire sur l'autoroute. Alors les bénéfices pour les villes, encore une fois, on est sur un scénario un peu caricatural et extrême, mais c'est moins de pollution parce qu'il y a moins de voitures, et puis surtout parce qu'elles sont électriques, moins d'accidents parce qu'elles sont autonomes. Le coût de la mobilité descend parce que quand vous passez d'un taxi à un robotaxi, vous en gros divisez le coût par 3. S'il est électrique, vous allez regagner encore un petit peu. Et puis si vous partagez, même en zone dense, vous allez avoir 2 à 3 personnes par voiture en moyenne. Et en zone moins dense, donc avec des robobus plutôt, des bus à 8, 10 ou 12 places, vous allez monter à 5-6. Donc à chaque fois, vous dégringolez votre coût de mobilité. On a fait des calculs sur Paris, on arrive à trouver un coût de robotaxi équivalent à un ticket de métro sur une course directe, donc autour de 2 € pour une dizaine de kilomètres, quoi. Donc ça peut vraiment descendre le coût de la mobilité. Évidemment, il n'y a pas besoin de... Ça, c'est un coût, c'est pas ça, c'est sans subside de la ville. Si on enlève les bus, en particulier les bus pas rentables, évidemment, il n'y a pas besoin de payer les subsides. Les temps de transport devraient s'améliorer, les embouteillages aussi. L'espace disponible dans les rues augmente fortement, ce qui permet de réattribuer l'espace de la rue à d'autres modes ou à d'autres usages. Et comme on améliore la mobilité, c'est votre problème, si j'ai bien compris, dans la métropole, vous améliorez les zones d'achalandage, c'est plus facile de venir vers les magasins et c'est plus facile d'aller vers les entreprises. Et pour une entreprise, le bassin d'emploi se dilate et donc c'est plus facile de trouver les compétences qu'on cherche, quoi. Donc la valeur économique de la ville monte avec ces 3 effets conjugués. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a déjà des applications comme ça où Uber et Lyft ont passé un contrat avec une ville, soit pour supprimer des lignes de bus qui étaient vraiment pas rentables en zone peu dense, soit pour éviter des parkings près des gares. Donc ça, c'est très typique. Il y a déjà plusieurs exemples comme ça. La ville grandit, le parking de la gare est le même, les gens peuvent plus se garer, et donc la ville doit étendre le parking, ce qui génère de la gêne supplémentaire et du mécontentement des citoyens. Et en fait, ils ont passé un contrat avec Uber en disant, avec Uberpool, donc en partagé, vous emmenez les gens vers la gare et les gens payent uniquement ce qu'ils auraient payé pour le parking, et la ville paye le complément. Et ça leur coûte 5 à 6 fois moins cher, cumulé sur 10 ans, que d'augmenter le parking. Évidemment, c'est immédiatement efficace. C'est d'ailleurs, ça ressemble beaucoup à ce que fait, c'est un peu différent ce que fait Nice là, mais ils étendent le service à des horaires où ils n'arrivaient plus à maintenir des bus tard le soir. Donc c'est exactement le même principe. Alors sur Helsinki, la simulation a été faite, ils ont aussi les cas extrêmes, ils ont une dizaine de scénarios, j'ai simplement pris le plus soft. Donc ils trouvent le moyen, ils ne disent pas comment, mais d'enlever 20% des voitures, on dit Euro 6 seulement, etc., etc. Il y a plusieurs manières d'agir, c'est une politique, ils peuvent trouver le bon moyen, mais ensuite ils enlèvent aussi les bus qui desservent mal les arrêts des modes lourds, et ils arrivent à enlever les kilomètres passagers, donc à enlever 20% de façon relativement facile là, dans la ville, et Helsinki travaille dessus. Alors, mon 4e point maintenant, c'est donc le rêve, l'utopie caricaturale, mais avec des bénéfices sociaux énormes.
Et donc on se dit, même si on n'a pas tout ça, même si on n'en a qu'un morceau, ça vaut quand même le coup d'aller regarder où on va. Par contre, qu'est-ce qui va se passer entre-temps? Alors la première chose, je reviens sur les données de New York. New York, ça c'est la situation actuelle. Donc là, on est sur Manhattan seulement. Tout à l'heure, je vous ai présenté tout New York, donc Brooklyn et compagnie. Et c'est sur 4 ans. Et ce qu'on voit, c'est qu'à l'heure de pointe, je prends celle de l'après-midi, là, 15h à 19h. Le nombre de courses là, a augmenté de 37%, donc c'est moins que le x2 de tout à l'heure sur l'ensemble de... Ce qui montre d'ailleurs que Uber dessert mieux les banlieues de New York, enfin les quartiers non centraux de New York que les taxis ne le faisaient. Parce qu'ils ont fait beaucoup plus de croissance là-bas. Ce qu'on voit, c'est que le temps total passé dans les voitures, soit parce que la distance a augmenté, soit parce qu'il y a des embouteillages, a doublé. Donc vous avez toutes ces voitures qui circulent dans la ville, ça a doublé par rapport aux taxis et aux black cars d'avant. Et du coup, les vitesses moyennes se sont effondrées 19%. 4 ans, c'est juste catastrophique. Et évidemment, le maire de New York a ce problème sur les bras. Donc, dans son discours de nouvelle année, là, il a annoncé qu'ils allaient travailler sur une taxe, $11 sur Manhattan, en dessous de la 60e rue, donc une zone relativement grande, et éventuellement une taxe par course, pardon, de taxi ou de VTC. Son crayon quand même toujours en l'air, hein. Il n'a pas signé parce que c'est pas des décisions faciles, évidemment, puis surtout, qu'est-ce qu'il met en face, quoi. Pour l'instant, si les gens sont pauvres, ils ne vont pas prendre Uber, ils ne vont plus pouvoir prendre leur voiture, donc c'est pas évident comme solution tant qu'on n'a pas des alternatives qui se tiennent. Mais mon point, c'est simplement que la tendance actuelle déjà amène à une dégradation, en tout cas dans les zones très denses, et donc il va falloir que la ville intervienne. L'agglomération, la métropole. Et ça, c'est pour moi un point important. Et évidemment, si vous aviez maintenant déjà des robotaxis en zone dense, heureusement ça arrivera après les zones moins denses, ben, le trafic va encore augmenter parce que le prix va baisser, vous aurez encore plus de trafic et donc ça va devenir encore plus catastrophique. C'est juste pas faisable. Donc pour moi c'est un point extrêmement important. Les robotaxis n'arriveront en masse dans les villes qu'avec la décision des villes d'intervenir, évidemment de façon éclairée. Et ce ne sera pas des décisions faciles. Interdire des voitures particulières, c'est jamais une décision facile. On va revenir. Et donc, il faut qu'il y ait plus de courses partagées, donc il faut pousser le ride-sharing. Évidemment, il faut qu'il y ait des voitures pour ça. Moins de voitures particulières, des aménagements sur la prise en charge, la dépose, etc. Des contrats de service avec les opérateurs de flotte, avec une grande différence quand même, c'est qu'eux pourront posséder les voitures, ce qui est important aussi. Et puis, évidemment, des plans de transition. Et puis, pour prendre des décisions comme ça, des simulations sophistiquées. Il faut savoir un peu vers quoi on va et y croire, quoi. Si les élus n'y croient pas, ils ne le feront pas, et il ne se passera pas grand-chose. Sauf que la logique du marché risque de continuer à tourner et à générer le genre d'effet que j'ai montré. Alors qu'est-ce qu'il faut? Maintenant, si on se met du côté d'un opérateur, que ce soit une ville, un opérateur privé, un constructeur automobile ou un Uber ou un Google, qu'est-ce qu'il faut pour opérer des flottes de taxis? Bon, évidemment, il faut des voitures autonomes, électriques, adaptées au ride-sharing, donc comme je l'ai décrit. Il faut une plateforme de contrôle à distance, ça c'est un truc quand même important. Quand la voiture ne sait pas ce qu'elle veut faire, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse reprendre la main depuis à distance pour la sortir de son blocage. Et c'est une technologie qui est développée par quelques constructeurs. Il faut ensuite une plateforme de management. Ça, en gros, c'est ce que fait Uber, mais maintenant il y a un certain nombre de gens qui ont acquis ça. Enfin, Renault a acquis avec Nissan ça, Daimler aussi. General Motors aussi, etc. Il faut un CRM. Alors, le CRM, c'est important, je retiens 2 secondes là-dessus. À partir du moment, et Uber le fait, ça, quand vous connaissez le transport à la demande, vous savez qui demande le transport. Et donc, vous pouvez vous adapter. Vous pouvez adapter votre pricing, vous pouvez adapter le point. Si vous faites du ride-sharing, vous pouvez dire,
lui, c'est un écolier, il peut marcher 2 blocs pour aller chercher la voiture, quoi. Lui, c'est un vieux pépé avec une canne, il ne peut pas marcher, donc on va aller le prendre devant chez lui. Mais le système le sait, et adapte, et optimise en fonction de ça. Lui, c'est un cadre, manifestement, quand il pleut, il veut absolument qu'on le prenne devant chez lui, et quand il fait beau, il peut marcher 1 ou 2 blocs, parce qu'il est en costume, il ne veut pas se faire mouiller, etc. etc. Les gens qui vont, vous allez pouvoir faire du pricing dynamique pour essayer de dégonfler l'heure de pic avec du pricing et puis remplir un peu les heures de creux. Et comme vous connaissez par un CRM les gens, tout ça est faisable alors que c'est beaucoup plus difficile à faire avec des transports en commun classiques. Et puis enfin, il faut des outils pour faire des simulations, il faut d'abord avoir des outils d'acquisition des datas de mobilité qu'on a aujourd'hui avec les téléphones. C'est pas facile à faire, mais il y a des entreprises qui le font, plutôt aux États-Unis qu'en Europe, mais ça vient. Et puis derrière, vous mettez du machine learning pour apprendre petit à petit qu'est-ce qui se passe quand il y a une grève, quand il y a un match, quand il pleut, etc., etc. Il faut des usines de nettoyage et de recharge de forces de terrain, parce que imaginez, New York, 100 000 voitures, on se projette dans 10 ans, c'est des robotaxis, on a enlevé les voitures particulières, on a peut-être 300 000 robotaxis électriques. Toutes les nuits, une nuit ça dure 4-5 heures, il va falloir les nettoyer et les recharger. Recharger 300 000 voitures, si je mets 3 opérateurs et 10 entités par opérateur, ça fait quand même 10 000 voitures par petite usine. En 5 heures, c'est 2000 voitures à l'heure. C'est une usine. 2000 voitures à l'heure avec une recharge électrique à 40 kW, je suis modeste, ça fait 80 MW. Les énergéticiens, ils s'en occupent un peu, la ville aussi, pour trouver, parce qu'il ne faut pas aller mettre ça à 60 km de la ville, ça ne fait pas de sens. Donc là, il y a du physique. Google, Uber, ils ne sont pas trop habitués à gérer du physique en direct, mais il va falloir que quelqu'un le fasse. Ensuite, il faut être capable de travailler de façon très fine avec les villes. Aujourd'hui, c'est soit vous avez vous-même votre entité qui fait ce travail-là, soit c'est les Keolis, les Transdev et d'autres à l'international qui font ça. Mais il va falloir que ces opérateurs apprennent à faire ça correctement avec des outils modernes et en donnant suffisamment de confiance aux élus pour qu'ils puissent prendre des décisions dont on parlait tout à l'heure. Et puis en fait, pour qu'ils y croient vraiment, il vaut mieux avoir déjà des pilotes où on est mesuré concrètement que on sait à peu près ce qui va se passer pour prendre des décisions en question. Alors les acteurs potentiels maintenant, évidemment il y a les villes, j'en reviens pas, j'y reviendrai très vite quand même. Ensuite il y a tous les digitaux, en anglais les digital natives là, évidemment Google Waymo en premier, et avec des Chinois qui commencent à apparaître, les Didi, Baidu qui est l'équivalent de Google en Chine, Amazon sur les marchandises qui travaillent sur les mêmes sujets. Les constructeurs automobiles, je vous l'ai dit, General Motors, Daimler, j'y reviendrai, les entreprises de transport public, les loueurs et lease, les plateformes d'autopartage, alors c'est des entreprises plus petites, mais elles ont des idées et quelquefois des bonnes solutions. Les énergéticiens, je l'ai dit, puis il faut faire attention parce que si la Chine va vraiment plus vite que tout le monde sur ces sujets-là, et je pense que c'est le cas en ce moment, il ne faudrait pas que toutes ces technologies arrivent de Chine, les voitures, etc. Voilà. Alors, les pouvoirs publics, les villes, je regrette un peu qu'en France, aujourd'hui, les choses soient très dispersées. Aux États-Unis, le Department of Transportation a organisé un challenge qui s'appelait Smart City Challenge, c'était sous Obama. Et ils ont dit 40 millions de dollars pour le gagnant. Vous nous présentez un plan à 2030 et le meilleur plan gagne 40 millions de dollars pour mettre le plan en exécution. 78 villes ont participé, ce qui a comme effet que c'est devenu, ce que je suis en train de raconter, c'est devenu un sujet de discussion déjà depuis 1 an et demi aux États-Unis, depuis juste avant, le concours a été gagné juste avant que Trump n'arrive. Les constructeurs automobiles, donc, ça c'est ce qu'a fait Daimler, c'est une présentation qu'ils font. Ils ont acquis pour 1 milliard d'euros d'entités de mobilité.
une des petites acquisitions, c'est chauffeurs privés à Paris, mais ils ont acquis MyTaxi, Hilo qu'ils ont fusionné avec MyTaxi, qui était le numéro 1 en Angleterre, Blacklane à Berlin, etc., etc. Et ils ont fait une joint venture avec Via. Via, c'est le spécialiste du ride-sharing à New York et Chicago. Et ils ont fait une joint venture avec eux, dans lequel ils vont mettre le Mercedes, comment il s'appelle, le Vito, donc 6 places, qui va bien pour le ride-sharing. Et ils sont en train de préparer des opérations, je ne sais pas vraiment où. Je pense qu'il y en a peut-être une aussi avec Keolis en France, mais c'est juste une supposition, merci. Moya, ça c'est le groupe Volkswagen qui a mis aussi beaucoup d'argent, qui a démarré un peu après tout le monde, mais qui a mis beaucoup d'argent là-dessus, et qui démarre là. Ils ont fait un essai d'1 an à Hanovre avec 3500 volontaires, et ils passent maintenant en exploitation commerciale avec 150 voitures, donc ride-sharing, c'est le Volkswagen, le Kivan Volkswagen. Donc ils sont partis aussi. Je pourrais dire la même chose sur General Motors. Renault-Nissan fait des choses, mais plutôt au Japon, et quelques points à Rouen, mais c'est tout petit. Et à Saclay, en banlieue aussi, la même chose. Donc si je reviens sur les autres acteurs, c'est des acteurs qui vont... eux, ils pèsent très lourd parce qu'ils ont l'habitude de la relation avec les villes. Eux, ils essaient de s'y mettre parce qu'ils sont menacés, mais c'est plus difficile. Eux, ils y sont déjà. Les énergéticiens en parlent, là, parce que comme je l'ai dit, ça peut changer pas mal de choses pour eux, et les Chinois, ils sont à fond. Alors, que faire? La première chose, je réinsiste là-dessus, ça arrive vite. C'est-à-dire, il y a la demande des gens vis-à-vis des VTC est là, et c'est ça qui tire. La seule chose qui retient, c'est que c'est encore un prix élevé, même si c'est moins cher que les taxis en général. Google, Waymo sont partis pour être déjà avec plusieurs dizaines de milliers de voitures en 2019. General Motors suit de près, avec 3 milliards de funding et 2000 personnes sur le sujet. Beaucoup d'argent donc, et des pilotes déjà maintenant dans une dizaine de villes, mais plutôt à petite échelle, un peu partout. Alors, je pense moi que les villes doivent se préparer maintenant, parce que ça arrive vite. Ça veut dire que vos plans, j'ai vu un très beau document là, sur 2040, les engagements, etc. C'est clair que cette technologie-là, elle impacte votre plan, elle peut accélérer un certain nombre de choses que vous avez mises dans ce plan. La première chose, évidemment, c'est d'être bien conscient des avancées de cette technologie et de ce que, j'ai mis le benchmarking, de ce que d'autres villes commencent à faire avec les pilotes qu'elles font. Ça coûte moins cher de bien regarder en détail ce qu'une autre ville fait que de le faire soi-même, mais l'un n'empêche pas l'autre. L'apprentissage des impacts potentiels, ça c'est avec des simulations. Je recommande vivement de faire à tous les acteurs de ce... Et puis faire des pilotes à la bonne échelle, parce que 2-3 voitures, ça ne suffit pas, quoi. On apprend un peu un comportement des clients, mais on ne comprend rien de plus à ce que ça change dans l'écosystème des mobilités de la ville. Des partenariats, parce que je ne l'ai pas dit dans les capacités, mais personne n'a toutes les compétences qu'il faut. C'est forcément... ça va forcément être ville, plus des digitaux, plus des constructeurs, plus probablement des Keolis ou des Transdev, enfin des ingénieries qui savent faire ça, plus des gens qui savent faire de la simulation, plus des gens qui sont sur les autres modes de l'autopartage ou des motos, des scooters électriques, etc., des trottinettes électriques. Je pense que ça c'est nécessaire pour apprendre, parce que là on peut commencer à avoir les reports modaux avec du ride-sharing, des minivans à la mode de ce que j'ai montré sur Moya, là, ou de ce que va faire Nice avec Uber, parce que ça peut permettre de voir le comportement des gens et caler un peu les modèles dont on parle. Préparer la multimodalité, j'ai appelé ça 2.0, c'est-à-dire comme ça va être beaucoup plus facile de passer d'un mode à l'autre, il va falloir mieux adapter la ville à ça, qui est quand même pas super adapté.
Et ça, je dirais, c'est la seule partie infrastructure à faire sur les villes. C'est quand même pas aussi important que de creuser des tunnels pour des métros ou construire des logements. Et donc, pour que les élus arrivent à prendre confiance dans ce que ça pourrait donner, je pense qu'il faut beaucoup passer de temps à simuler, construire des scénarios, les discuter, regarder s'ils collent avec des pilotes qui ont été faits, etc., qui nécessitent pas mal de temps. Voilà ce que je voulais vous dire en conclusion. Si on essaie de faire un calendrier derrière tout ça, je pense que 2020-2022, on va voir la technologie commencer à se diffuser. Petit 1. Petit 2, on va voir la crise de « je laisse le marché faire » avec Uber et compagnie devenir ingérable. Donc la nécessité de l'intervention urbaine, là où les VTC se sont développés. Je pense aussi qu'un certain nombre de villes pilotes, leur expérience va être connue. Donc dans ces villes pilotes, il y a Singapour, il y a Boston, Pittsburgh aux États-Unis, Atlanta, Phoenix où ils ont commencé, Stockholm, Helsinki probablement, peut-être Copenhague. Un certain nombre de villes qui vont, probablement pas toutes, mais certaines là-dedans vont démarrer. Probablement une ville allemande ou deux, à cause de Volkswagen et de Daimler. Et donc ça va, les gens vont en parler et ça va créer des attentes, quoi, de la frustration si les choses ne bougent pas dans la ville. Petit à petit aussi, on va voir le domaine d'application des robotaxis passer de... alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas du sens commun, mais ne va pas arriver dans les centres-villes en premier, quoi. Ça va d'abord arriver dans des zones faciles. Donc ça va d'abord arriver dans des endroits où on dessert des gares, mais avec des rues faciles autour, plutôt des gares de banlieue, des gares de métro, de tramway, etc. Desservir des aéroports, parce qu'en général c'est facile d'y aller, c'est pas compliqué, comme la gare Saint-Charles, etc., etc. Donc ça va s'étendre petit à petit, mais ça va d'abord démarrer par ça. Ce qui veut dire que les opérations, pour moi, de ride-sharing avec des minivans, il faut mieux les démarrer dans ces zones-là, où des robotaxis pourront arriver quand la technologie sera disponible via l'un des acteurs. Et puis, la dernière chose, c'est le calage par rapport au mandat des élus. Donc là, je fais le niveau 0 de la politique, mais je ne sais pas si les élections municipales seront en 2020 ou 2021, parce qu'apparemment, c'est pas clair, mais je ne suis pas forcément très au courant de ça. Mais enfin, mettons que ce soit 2020. Pour un mandat de 6 ans, 2026, si on attend le mandat suivant, à mon avis, ça passe pas, quoi. Donc ça veut dire que... Et par contre, un mandat de 6 ans, ça permet d'être impopulaire pendant 1 an, si on est capable de garantir que tout de suite derrière, c'est-à-dire en 1 ou 2 ans, la situation se redevient calme et meilleure. Et à condition que les infrastructures liées à la multimodalité soient bien préparées. Quand je vois le Vélib à Paris, c'est pourtant mineur, c'est pas forcément évident non plus, quoi. Donc il faut que ces choses-là soient bien préparées, sinon ça fait des mécontents et ça risque de faire des bulletins de vote différents. Voilà. Donc ça, ce timing, il est je pense, important. Et ma dernière chose, c'est de dire là-dessus, c'est justement parce qu'il n'y a pas de gros travaux d'infrastructure, je pense que la dynamique peut être relativement rapide. On n'est pas là dans des transports du futur qui nécessitent d'énormes dépenses et des durées de chantier très longues. C'est des choses qui peuvent aller relativement vite. Et donc, je pense que la dynamique technique, politique, d'organisation des transports et sociale, l'acceptation par les gens peut être relativement rapide. On n'est pas dans quelque chose qui est aussi lent que ce qu'on a connu avec les métros ou les tramways. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup Patrick Pellata, et les élus qui sont là ont bien entendu, hein, je pense, ce que vous leur disiez. On va commencer à débattre de
toutes ces questions, mais on reconnaît en vous la personne qui souhaite aussi faire évoluer les choses socialement et politiquement, et donc c'est un grand plaisir, une fois de plus, de vous avoir avec nous ce matin. Je vais vous proposer de vous installer à la table ronde. Je vais demander à Madame Champeau, à Madame Karadec, à Monsieur Cérus de vous rejoindre, à Monsieur Roche, à Monsieur Plassard, également donc à Monsieur Parnière. On va commencer dans quelques instants. On va retransmettre sur Facebook Live cette conférence qui intéresse, je pense, beaucoup de nos concitoyens, donc sur le Facebook Live de mprovence.com. Monsieur Jean-Pierre Cérus représente donc la métropole Aix-Marseille-Provence. Il est vice-président en charge des mobilités. C'est également le maire de la Roque-d'Enterron. Monsieur Patrick Pellata donc, nous a présenté il y a quelques instants ce que sera la voiture autonome demain. Et après notamment une expérience industrielle chez Renault et puis un passage dans le grand groupe américain Salesforce, il est aujourd'hui à la tête donc d'une petite entité, mais qui réfléchit sur ces questions d'avenir, notamment de la voiture. Donc c'est Meta Consulting, une société de conseil stratégique. À ses côtés, Laure Agnès Karadec, qui est la présidente de la gamme, mais qui est également une élue très spécialisée dans les questions d'urbanisme et d'évolution de la ville. Donc on va en parler aussi dans quelques instants. À ses côtés, nous avons Monsieur François Parnière, qui est le directeur développement de Sodetrel. C'est une filiale du grand groupe EDF, donc c'est la filiale d'EDF dédiée à la mobilité électrique. Nous avons également un représentant de l'ADEME, puisque tout cela, en effet, ce sont des problématiques importantes en matière d'énergie, de maîtrise de l'énergie. Donc c'est Gabriel Plassa, qui est ingénieur énergie et prospective, transport et mobilité à l'ADEME, qui est avec nous. Et puis deux chefs d'entreprise de notre région, j'allais presque dire deux pionniers de ces questions-là. Emmanuelle Champeau, qui est la cofondatrice et présidente de Totem Mobi et qui a commencé quand il y avait, je crois, une prise pour les voitures à Marseille. Donc c'est vraiment la pionnière de l'automobile partagée et avec des conséquences sociales mais aussi économiques, parce que c'est une entreprise et il faut bien qu'elle vive. Donc il y a un modèle économique derrière Totem. Et puis Yvon Roche, directeur de Cities Provence. Alors Yvon, je crois qu'on a travaillé il y a déjà 10 ou 12 ans sur les questions de covoiturage à Marseille. C'était dans un autre amphi, celui du groupe AG2R à l'époque. Et ces deux personnes, donc à Marseille, eh bien, sont un peu les régionaux de l'étape aussi en matière entreprise et vont vous dire comment, quand on a été un pionnier, ben, on doit avoir plaisir à entendre tout ce qui a été dit aujourd'hui. Alors, je vais vous proposer peut-être d'aller un peu à l'encontre de ce qu'on fait. En général, on fait parler les élus et puis après, les autres interviennent. On va un peu faire le contraire, hein, parce que je pense qu'on va donner d'abord la parole aux entreprises et puis ensuite, comme ça, vous pourrez réagir, hein, Jean-Pierre Cérus et Laure Agnès Karadec, parce que je crois que vous avez été bien interpellés et c'est aussi une satisfaction, je pense, pour les politiques de voir un moment où on dit bah, c'est l'économie un peu qui fait tout et quel est le rôle des politiques dans tout cela. Là, Patrick Pellata vous renvoie la main hein, en disant qu'il y a des échéances dans lesquelles vous allez pouvoir agir et puis une notion de pilotage urbain de toutes ces questions et de choix stratégiques et sociétaux qui vont être également importants. Voilà, je vais peut-être passer la parole donc à Emmanuelle Champeau qui va nous parler de l'expérience de cette entreprise Totem Mobi et nous dire comment les choses évoluent à Marseille aujourd'hui, à la fois dans la notion de véhicules partagés et puis de véhicules électriques partagés. Est-ce que ça séduit les habitants de la métropole, tout ça? Bonjour, merci bien. Alors c'est délicat de commencer après une vue aussi exhaustive hein, et aussi à la fois en perspective et puis en profondeur sur les causes effectivement du bouleversement dans lequel on est. C'est sûr que le secteur de la mobilité est en plein bouillonnement, ça y est, ça décolle, ça bouge de partout. Et alors nous, sur notre modeste niveau à nous, sur Totem, on sent une très très franche accélération. Pour vous donner juste un chiffre, on avait une dizaine d'inscrits chaque semaine, encore en mars, on est passé à 200 chaque semaine. Donc on est en réelle explosion et avec quelque chose qui est... Alors les voitures suivent, il faut que les bornes suivent, il faut que le personnel suive. C'est assez compliqué effectivement à mener. Mais il y a une chose aussi qui, juste peut-être pour compléter par rapport à tout ce qui a été dit, c'est qu'en France, il y a 10 millions de personnes qui sont en empêchement de mobilité. Et actuellement, bon, vous savez que le positionnement de Totem, ça a été de dire, puisqu'on doit passer à de la voiture électrique, le plus facile sera de faire changer ceux qui n'ont pas encore d'habitude. Et ce sera plus facile de faire venir à la voiture électrique
des gens qui n'ont pas actuellement de véhicule, des étudiants, des jeunes adultes, des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter une voiture, que de faire renoncer à leur chère voiture propriétaire 4x4 thermique, des gens dont éventuellement même la voiture est payée par la société. Donc ça a été vraiment une volonté de pénétration du marché. Et on voit qu'effectivement, Totem est utilisé par des gens pour aller travailler en horaire décalé dans des zones d'activité. Et ça, c'est rendu possible grâce au prix très bas auquel notre modèle économique nous permet d'accéder. Juste pour vous donner une idée, on sait que la voiture coûte autour de 400 € à peu près par mois par personne. Circuler matin et soir, enfin, ou plutôt au milieu de la nuit et petit matin, en Totem, faire une demi-heure de trajet pendant 21 jours par mois, ça va faire 130 € par mois. C'est tout à fait compatible, enfin, c'est mieux, c'est plus compatible avec un SMIC. Voilà. Et la dernière chose, c'est donc, je vais juste dire qu'effectivement, il se passe beaucoup de choses actuellement avec Paris, parce qu'il y a une espèce d'appel d'air phénoménal depuis 3 semaines sur Paris, et que je me suis permise d'interpeller, enfin, autant que je pouvais le faire, des élus parisiens en leur disant peut-être que Marseille a autre chose que la Marseillaise à vous apporter. Il y a un service d'autopartage tout à fait innovant et différent des autres qui a été inventé à Marseille. À quoi sert l'autopartage s'il n'est pas solidaire? Et j'ai rencontré ces dernières semaines des élus de la ville de Paris. Voilà. Voilà un lien donc avec l'actualité. Oui, un lien avec l'actualité la plus brûlante donc en matière de transport et de partage, puisque bien sûr tout ce qui se passe à Paris, vous avez pu le lire et en entendre parler ces derniers jours, et c'est bien que vous essayez de saisir cette opportunité-là. Alors Yvan Roche, aujourd'hui, comment évolue ce que vous avez créé, vous, il y a quelques années, qui consistait à proposer à des gens de se mettre ensemble pour faire des déplacements? Déjà, à l'époque, la ville était un peu saturée, il y avait beaucoup d'embouteillages. Il y a des notions d'entreprise aussi derrière, hein, de travailler avec les sociétés sur leur plan de déplacement. Et puis aujourd'hui, vous réfléchissez aussi sur des solutions modernes, on l'a un peu évoqué, en matière de paiement de ces services-là, puisqu'on parle aussi d'une autre évolution qui est celle de la blockchain, sur laquelle vous travaillez afin de permettre que non seulement on puisse envisager d'avoir ce véhicule partagé, mais que l'utilisation soit facilitée et qu'on ne se pose pas la question de savoir comment je vais payer, où est-ce que je vais laisser le véhicule, etc. Alors, ça fait beaucoup de choses. Donc, par rapport à l'historique, donc on a démarré en 2002, donc ça fait 16 ans maintenant qu'on fonctionne sur Marseille. On propose de la voiture partagée, hein, pas du covoiturage. Donc les gens font leur trajet indépendamment les uns des autres. Donc on a démarré avec 2 voitures au cours Julien avec 5 abonnés en 2002. Là aujourd'hui on gère 104 voitures avec 2500 conducteurs référencés. Donc on atteint 2% de la population du 6e arrondissement par exemple qui utilise nos voitures. L'objectif est de passer le plus vite possible à 10% de la population sur des arrondissements de ce type. Donc aujourd'hui, on fait 29 000 locations de voitures par an, 2 millions de kilomètres parcourus, facturés, et 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec 6 salariés sur Marseille. Donc on a un statut de coopérative, ce qui est aussi un peu atypique par rapport à d'autres structures. Voilà. Et donc on a un taux de croissance l'an dernier de 15% et on est à 18%, 20% pour 2018. Donc effectivement, il y a une accélération. Alors on essaye, nous, enfin, nous, ce qu'on pense, c'est que la meilleure des voitures, c'est celle qui ne roule pas. Donc on est très fanat des voitures ventouses, par exemple, parce que c'est l'étape qui précède la suppression totale de la voiture de la voirie. Et donc nous, enfin, on a, par exemple, nos abonnés sont très peu motorisés, personnellement. C'est-à-dire qu'à 90%, les gens n'ont plus de voiture quand ils sont adhérents chez nous. C'est l'objectif, c'est vraiment de supprimer de la voiture du centre-ville. Donc c'est un peu l'impact qu'on avait tout à l'heure avec d'autres systèmes. Et donc on vise, on essaye de promouvoir la multimodalité, c'est-à-dire que pour remplacer la voiture personnelle, il n'y a pas une solution, il y en a plusieurs, on est obligé de mixer les modes. Et donc on a proposé déjà l'an dernier une opération qui s'appelait Mobile sans ma voiture. Pendant un mois, on proposait aux personnes d'abandonner leur véhicule et d'utiliser différents modes. Donc on leur fournissait un abonnement transport, un abonnement le vélo, un abonnement totem, etc. Donc on refait l'opération cette année avec le soutien de la métropole.
on élargit le périmètre. L'an dernier, c'était uniquement sur Marseille. Là, on va essayer d'aller un petit peu à l'extérieur. Bon, ça coûte de l'argent, mais bon, on est soutenu cette année. L'an dernier, on l'a fait à nos frais. Donc, on a été un peu en avance de phase. C'est effectivement le privé qui essaye un peu de pousser les idées. Et alors, donc, la dernière idée qu'on essaye de pousser aujourd'hui, c'est de mettre en place une sorte de passeport mobilité métropolitain qui permettrait aux individus de se référencer une fois pour toutes sur Internet, éventuellement sur un site à l'entête de la métropole. Bon, je n'ai absolument pas parlé de tout ça avec les élus de la métropole, donc je lance des idées. Donc les gens se référencent une fois pour toutes, ils mettent leur permis de conduire, etc. Et puis du coup, quand ils veulent utiliser une voiture totem et qu'ils ne sont pas inscrits totem, mais dans la rue, devant la voiture, ils peuvent cliquer en disant « je m'inscris ». Ça envoie toutes les données nécessaires, ça dit que cette personne-là est de confiance parce qu'elle est référencée sur un site qui l'a authentifié. Ça lui garantit le paiement des courses, donc ça garantit le paiement à totem. Donc ça permet d'inscrire à la volée et la personne prend la voiture directement après avoir vu éventuellement une petite vidéo mode d'emploi. Bon voilà, ça c'est des choses à... Et donc du coup ça facilite, donc imaginons quelqu'un vient de Martigues, se retrouve à Marseille, a besoin de faire un déplacement. L'idée c'est ça, c'est d'avoir un passeport qui va permettre de réinscrire les gens à la volée sur différents systèmes et de leur fournir de la mobilité sans avoir à racheter un ticket de métro, un ticket de bus, etc. Tout ça, ça sera géré dans la blockchain. Voilà. C'est une idée qu'on essaie de pousser actuellement qui permettrait là aussi de viser à remplacer de la voiture individuelle le plus possible. Voilà, donc vous voyez que l'innovation est dans tous les secteurs, et puis en effet c'est vrai que ce qui compte aujourd'hui c'est la simplicité d'utilisation, savoir comment on va en effet se débrouiller pour payer ce type de service, c'est une question aussi importante. Alors François Pagnère, vous représentez l'entreprise Sodetrel, donc Sodetrel c'est une société qui appartient au groupe EDF, c'est une filiale d'EDF. Je pourrais peut-être vous présenter rapidement en disant que vous êtes le spécialiste de la transition énergétique en milieu urbain, puisque la transition énergétique, c'est quelque chose qui aujourd'hui est évidemment dans les priorités d'EDF. Quelles sont les grandes questions qui se posent? On dit souvent, si tout le monde avait une voiture électrique, ça ferait quand même des pics de consommation électrique assez importants. Est-ce qu'on est vraiment aujourd'hui sur quelque chose de stratégique pour EDF au moment où on voit que ça a quand même du mal à démarrer, puisque le taux d'utilisation du véhicule électrique en France est encore pour le moment très faible? Donc, bonjour à tous. Donc, en effet, Sodetrel, c'est la filiale, c'est petite aujourd'hui, on est 45 personnes, spécialisées dans la mobilité électrique. Les activités de Sodetrel se concentrent sur deux volets, le volet service, avec l'installation, la fourniture, clé en main, mais aussi la supervision et la maintenance des bornes de charge et les services qui peuvent y être associés. Puis la deuxième activité à côté des services, c'est aussi la partie gestion en propre du premier réseau de recharge rapide en France, qui est le réseau Corridor, que vous avez certainement pu rencontrer sur les autoroutes françaises, qui a l'avantage d'être le premier, c'est pas le dernier, il y a beaucoup de gens qui arrivent, notamment des concurrents allemands, on a aussi bien sûr le réseau Tesla, mais qui n'est pas trop sur autoroute aujourd'hui. Et via ces deux activités, on a déjà une vision assez intéressante du développement de la mobilité. Alors certes, quand on regarde les statistiques de véhicules, on a vu qu'une augmentation de 25% entre l'année 2017 et 2018, donc c'est relativement faible finalement. On s'attend à voir venir un pic d'évolution, mais on peine à arriver à 150 000 VE en France. Malgré tout, les pronostics que l'on a nous font percevoir une accélération forte, et notamment vers l'horizon 2020-2021, comme disait Patrick Pellata, avec en fait une conjonction d'astres, une conjonction d'évolution technologique, notamment liée au prix de la batterie, liée aux communications, technologies de la communication et aussi aux technologies électroniques de puissance. Et tout ça nous mène à avoir pour le marché français un parc de l'ordre de 1 million de véhicules vers 2025. Et ensuite des perspectives vers 2030-2035 qui pourraient représenter pratiquement un tiers du parc complet de véhicules en fonctionnement. Alors quand on est à 150 000 véhicules, on ne voit pas forcément l'impact sur le réseau électrique. Quand on arrive à 1 million, on commence à voir quelque chose. Quand on passe 30% du parc, là on est dans des ordres de grandeur qui correspondent
pour certaines plages horaires, notamment la pointe, le pic du soir. Si tous les véhicules venaient à se connecter au même moment, des impacts qui pourraient pratiquement représenter une augmentation de 50% de la demande en pic, voire plus. Donc ça pose un problème qui est prégnant, et qui est d'autant plus prégnant dans les villes, qui est celui des congestions des réseaux. On voit très rapidement qu'on va avoir un problème au pic de charge le soir, on va avoir un problème aussi au second pic qui est le matin. Et donc il faut qu'on arrive à trouver un moyen vertueux pour aligner le comportement des utilisateurs avec les besoins du réseau et transformer ce qui peut être vu, comme je le mentionnais, comme un risque, en une opportunité. Car en fait, il y a bien une opportunité. C'est-à-dire qu'on vient, certains constructeurs, Renault en l'occurrence, ont tendance à représenter aujourd'hui un véhicule comme une batterie sur 4 roues. En fait, une batterie aujourd'hui de véhicule à 40 kWh peut vous permettre d'alimenter votre maison, petite maison, pendant à peu près une semaine en autonomie. Donc quand on a ça en tête, on se rend compte aussi que ces véhicules, s'ils sont connectés aux bons endroits, au bon moment, finalement, ils peuvent aussi venir soutenir le réseau. Et ils peuvent reporter la consommation plutôt la nuit ou le week-end, avec des capacités de batterie qui vont augmenter et qui vont donc permettre à terme de faire ces reports de consommation, donc de lisser la charge, ce qui sera finalement intéressant pour le client final, mais aussi pour le producteur. Mais ça permettra aussi, via des technologies dont on n'a pas forcément parlé, mais qui sont ce qu'on appelle le V2G, c'est le véhicule bidirectionnel, c'est-à-dire que le véhicule va pouvoir non seulement charger, mais aussi se décharger sur le réseau. Et à ce moment-là, on arrive, et là aussi à l'horizon 2021-2022, avec des technologies qui vont pouvoir aider le réseau et lisser les pics de charge. Donc comme le disait Patrick Pellata, quand on se concentre sur la partie infrastructure et impact urbain, il y a clairement un sujet. Il est très compliqué aujourd'hui, relativement compliqué, même s'il y a une obligation pour ça, de trouver ou de pouvoir installer des bornes de charge en copropriété. Donc il y a des solutions qui se présentent, c'est quand même complexe. Après, il y a quand même 40% de la population des gens qui vivent en copropriété qui n'ont pas accès à un parking. Donc de toute manière, ils ne pourront pas se charger. Et puis, on voit bien que l'essor de la mobilité électrique dans les villes va dans le sens de diminuer le nombre de véhicules, donc de baisser le nombre de véhicules, donc d'utiliser ces véhicules partagés. Véhicules partagés avec différentes solutions, car sharing, mais aussi du free floating. Et il y a donc un sujet, comment on va recharger, et vous le mentionnez tout à l'heure, comment on va recharger ces véhicules. Donc il y a une infrastructure minimum qui a commencé à être mise en place sur quelques lieux stratégiques, mais qui n'est pas complètement adaptée, ni en termes de caractéristiques techniques, ni en termes de besoins par rapport à ces nouveaux enjeux. Et donc, il faut travailler la main dans la main avec les collectivités pour définir non seulement d'un côté une stratégie d'augmentation du free floating, du car sharing électrique, mais aussi de l'équipement de certains lieux clés avec des technologies diverses, que ce soit en charge lente, que ce soit en charge rapide, et pourquoi pas aussi un peu en parking de charge, qui permettront, moyennant les bons équipements, non seulement de charger les véhicules, mais aussi de venir soutenir le réseau et mieux intégrer, parce que c'est bien là qu'est l'enjeu à terme, mieux intégrer les énergies renouvelables qui seront aussi produites localement. Voilà, donc beaucoup de questions sûrement après cette première intervention de François Parnière. Mais puisqu'on parle justement des énergies renouvelables, on va passer tout de suite la parole, c'est la transition idéale à l'ADEME et à Gabriel Plassat. Il y a quand même un certain nombre de contradictions dans tout ce qui a été dit. Aujourd'hui, on veut limiter l'utilisation du véhicule et on voit, M. Pellata nous le disait tout à l'heure, que dans certaines villes, toutes ces techniques ont augmenté l'utilisation du véhicule individuel. Donc comment l'ADEME réfléchit-elle à toutes ces questions, notamment dans la partie qui vous regarde, monsieur, c'est-à-dire énergie et prospective, transport et mobilité. Quelle analyse faites-vous de ces différentes présentations et de la situation actuelle? Oui, bonjour à tous. Donc, l'ADEME, depuis à peu près une dizaine d'années maintenant, s'intéresse en fait à ces évolutions servicielles de la mobilité, en partant du constat que, en fait, il faut d'une part travailler les fondamentaux de la mobilité urbaine, que sont la marche, le vélo, les transports lourds, et combiner ces solutions-là de façon optimale. Et puis, la mobilité servicielle arrive en complément, donc l'utilisation du véhicule sous ses différentes formes, là, comme on a vu, et puis d'autres qui sont inventées,
Et l'innovation, elle vient dans la combinaison, en fait, localement, d'une multitude de solutions qui seront développées ici et là. Donc, nous, on s'intéresse à la fois aux solutions individuelles et aussi à la combinatoire de ces solutions dans les différents territoires. Et ce qui nous intéresse là-dedans, c'est le passage de l'objet, en fait, de l'achat automobile vers la dépossession automobile. Parce que ce passage-là, il présente d'énormes avantages. Je vais rebrosser un peu le paysage actuel de la mobilité. On a vu une vision robotisée. Aujourd'hui, les émissions des voitures vendues par les constructeurs, en fait, se dégradent. Les émissions de CO2 augmentent, la masse des voitures augmente. Donc le paysage, il est loin d'être idéal de point de vue de ces acteurs économiques-là. Donc d'où l'intérêt d'avoir des solutions classiques, transport public, vélo, marche, et d'augmenter les contraintes sous différentes formes sur l'autosolisme en milieu dense. Donc là, c'est à inventer des solutions de contraintes-récompenses. Et bien entendu, pour être acceptable d'un point de vue politique, il faut qu'il y ait des alternatives à ces contraintes. D'où l'intérêt dans l'usage partagé d'objets. Et en passant de l'objet, donc j'achète un objet versus j'achète un service, l'objet automobile est complètement réinventé. Et alors donc là, il y a une transition en fait multiple. L'électrique enlève la citadelle imprenable qui était le moteur thermique et fait venir de nouveaux acteurs capables de produire des objets électriques roulants. Dyson a annoncé qu'il allait faire des voitures électriques. Puisqu'il sait faire des aspirateurs avec des batteries, je sais faire des voitures électriques urbaines. Deuxièmement, des acteurs comme Didi qui ont été présentés tout à l'heure. Didi dit aux constructeurs, ils ont lancé un programme qui s'appelle Didi Alliance. 30 constructeurs automobiles leur disent écoutez, en fait, c'est nous, Didi, qui allons définir le cahier des charges de la voiture, parce que nous, on les opère et on sait ce que c'est que nos besoins finalement. Donc, vous allez être en fait des fabricants, mais en fait, le contact avec le client, c'est nous qui allons l'avoir. Et le design d'une voiture servicielle sera radicalement différent, on l'a vu un petit peu, d'une voiture vendue à un particulier. Et donc, ces différents enchaînements qui sont en train d'arriver, plus un décalage en Asie, c'est-à-dire aujourd'hui, la batterie, les services, la production industrielle d'automobiles à grande échelle électrique, elle est essentiellement en Asie. Là-bas, ça invente en fait. C'est-à-dire que dans la présentation, pour moi, il y a besoin aussi de situer ce dont on parle. C'est-à-dire, oui, la mobilité en Europe, elle a le paysage que j'ai dressé tout à l'heure, mais en fait, l'industrie de la mobilité s'invente aujourd'hui en Asie et aux États-Unis. Et donc là, on a une situation qui est délicate pour l'Europe, parce que nous n'avons pas fait naître de plateforme numérique à l'échelle. Donc on a une dette technique qu'il va falloir rattraper. Sinon, on ne va pas pouvoir utiliser cette opportunité, dont on a vu que c'est une opportunité en matière énergétique et environnementale, potentielle. Donc il y a un risque en fait qu'on n'accède pas à cette technologie, parce que imaginez que les seuls à l'échelle soient les Américains et les Chinois, eh bien, c'est pas comme des téléphones. On sait ce que ça fait d'avoir des systèmes, des OS, des operating systems américains dans nos poches, en matière de surveillance ou d'absence de sécurité. On n'acceptera pas que ce soit des objets roulants de plusieurs centaines de kilos qui roulent avec des OS étrangers. Et donc, il y a un chemin qui est possible de ne pas pouvoir utiliser cette opportunité-là, ce qui serait assez regrettable. Merci. Alors Patrick Pellata, je vais vous proposer de réagir peut-être à ce qui vient d'être dit à l'instant par l'ADEME, et puis ensuite on posera quelques questions à nos élus, et je vous passerai le micro pour qu'on puisse enclencher le débat. Oui, allez-y, ça doit être bon. C'est bon là ? Oui. Oui, moi je suis plus optimiste parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, la courbe d'apprentissage pour fabriquer une voiture, elle est longue. On a un bon exemple avec Tesla. Ça fait maintenant un peu plus de 10 ans qu'ils y sont. Ils ont toujours des problèmes. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'ils vont y arriver. Hein, je sais pas, mais il n'y en aura pas 36 qui vont y arriver. C'est-à-dire à chaque vague de renouveau de l'automobile, il y en a 2-3 qui sont rentrés. Et il y aura Tesla, il y aura 2-3 Chinois aussi à grande échelle sur le véhicule électrique, évidemment. Mais je pense qu'une grande partie du challenge... Alors, les plateformes numériques,
on parle d'autre chose là, des plateformes qui font ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire un CRM, du Dispatch Management System, etc. Soit vous l'achetez, soit il y en a qui sont françaises. Hein. Moi j'ai des Renault à acheter, Carou, Yousso, Marcel, là, qui font déjà tout ça. Un CRM derrière, je viens de la boîte qui est numéro 1 du CRM, là, ça s'achète, c'est une commodité maintenant ça. Ce qui est important par contre c'est de l'adapter à vos besoins et puis c'est l'intelligence que vous mettez dedans, quoi. Et ça c'est local, quoi. Et puis ensuite, la technologie de la voiture autonome, on l'a discuté rapidement après, c'est très différent d'un operating system de téléphonie, parce que celui qui vend la voiture ou qui va vendre le service et qui possède la voiture, il prend la responsabilité de la sécurité. Ce que vous n'avez pas avec les operating systems d'un ordinateur qui tombe en panne quand même facilement, des téléphones, ça leur arrive aussi avec une voiture, on ne pouvait pas. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait la responsabilité, ce quelqu'un-là, c'est soit l'opérateur qui a, donc c'est un Uber ou un Google qui a acheté la voiture à un constructeur automobile qui a fait la voiture, soit c'est le constructeur automobile qui l'a fait lui-même, quoi. Et donc ça ne va pas se concentrer ni en Chine ni aux États-Unis, ça va rester. L'automobile, c'est une des industries les plus compétitives du monde. Hein. Il y a une quinzaine de gros joueurs, quoi. Mettons 20 hein, en comptant les plus gros chinois, donc ça va rester compétitif, ce qui veut dire qu'il y aura le choix. Et ça, tout ça, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a rien de... rien n'est acquis dans ce domaine-là, mais rien n'est perdu. Et par contre, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de venir ici, et je travaille de plus en plus avec les villes, c'est parce que vous avez le pouvoir de faire ces choses et de les faire pencher du bon côté. Parce que sans vous, ça ne se développera pas. La logique du marché pur ne fonctionnera pas. Pour moi, c'est vraiment limpide. Donc l'intervention publique est nécessaire, et du moment que l'intervention publique est nécessaire, si elle est éclairée, maintenant c'est ça la question, c'est comment faire que les élus, les administrations qui travaillent pour les élus, etc., aient les compétences nécessaires, etc., ce qui n'est jamais gagné, mais jamais perdu non plus, sur quelques années, se fasse, quoi. Et là, après, le côté local, c'est-à-dire adaptation fine aux demandes des gens, aux contraintes de la ville, une ville n'est jamais exactement comme une autre, vont jouer un rôle essentiel. Et la séquence dans laquelle ces choses-là vont se passer va être essentielle aussi. Et ça, un Uber ou un Google, c'est des gens qui sont habitués à gérer du standard. Parce qu'un operating system, c'est standard, quoi. Un moteur de recherche, c'est à peu près standard. Mais l'adaptation d'un écosystème de mobilité à une ville, c'est pas standard. Et c'est très loin d'être standard. Et je dirais que la complexité avec les multiples acteurs et multiples modes qui arrivent rend les choses encore un peu plus compliquées, mais aussi optimisables. Et c'est pour ça que moi je suis assez confiant que ça peut bien se passer. On a quand même une science des villes et une qualité de vie dans les villes en Europe qu'il n'y a pas ni en Chine aujourd'hui, ni aux États-Unis. Et ça, c'est un atout fort de l'Europe, du Japon, de certaines villes américaines comme San Francisco, comme New York, mais qu'il va falloir utiliser. Et c'est pour ça que je pense, moi, aujourd'hui, il serait urgent qu'il y ait en France au moins une opération à grande échelle qui permette à tout le monde d'apprendre concrètement comment on peut faire évoluer les choses, et que je regrette un peu que pour l'instant il n'y ait pas eu du côté du gouvernement français l'équivalent de ce qu'a fait le Department of Transportation aux États-Unis, donc de lancer le débat avec une compétition avec un enjeu substantiel qui fasse que chaque ville discute avec les technologies qui sont disponibles aujourd'hui et construise un plan qui ne sera jamais terminé, qui nécessite d'être fait, refait, défait, discuté, etc., mais qui permet de lancer cette discussion et la créativité qui viendra avec et qui sera, je crois, très locale. C'est pour ça que je suis plus optimiste que vous. Et sur le véhicule électrique, enfin, sachez qu'aujourd'hui, en France, ça ne se développe pas parce que, Renault, je suis parti depuis un certain temps, moi,
je suis le premier à regretter, n'a pas investi les capacités qu'il fallait sur les... Renault fabrique ses moteurs électriques et ils sont courts. C'est pour ça qu'il faut attendre 6 mois pour avoir une Zoé aujourd'hui. C'est ça qui limite aujourd'hui. C'est pas la demande, bizarrement. Et la deuxième chose, c'est que par contre, il faut accélérer, et il faut que tout le monde s'y mette un peu, parce que les Chinois, l'année prochaine, ils ont imposé 10% de véhicules électriques aux constructeurs. C'est un marché de 30 millions, ils en auront 3 millions. J'ai vu le total, l'année dernière, c'était 1,2 million. L'année prochaine, on dit 1,8 million pour cette année. L'année prochaine, il y en aura au moins 3 millions en Chine, et sinon, il y a des gens qui vont payer des pénalités très fortes. Donc ça s'accélère réellement. Et dans l'automobile, quand vous arrivez à 200 ou 300 000 par an pour un constructeur, ça y est, vous avez l'économie d'échelle. Après, là, ça peut pousser, les prix descendent et on y met les investissements qui sont nécessaires, etc. Très bien, écoutez, merci pour cette intervention. On va tout de suite demander à Laure Agnès Karadec deux petites questions, et puis on verra après si Jean-Pierre Sérus relève le challenge de la métropole. Juste 2 questions importantes, parce qu'on est sur des schémas aujourd'hui, sur des réalisations de documents d'urbanisme. Est-ce que vous intégrez dans ces documents d'urbanisme cette réflexion-là, sans attendre le mandat suivant dont parlait Patrick Pellata tout à l'heure? Et évidemment, puisqu'il y a un côté prospectif quand même, c'est à comprendre comment la ville va fonctionner dans 5-10 ans, puisque les documents d'urbanisme sont faits à cette échelle-là, mais on intègre aussi d'autres éléments qui viennent à la fois d'autres collectivités, puisque l'engagement fort de la région sur tout ce qui est environnemental, justement le passage à l'automobile électrique dans de très fortes proportions correspond aux documents édités par la région, mais aussi par exemple le PDU qui est fait, donc plan de déplacement urbain qui est fait à l'échelle de la métropole, mais je laisserai Jean-Pierre développer parce que en fait j'aurais préféré qu'il parle avant moi, j'en ai déjà parlé, qui sera terminé l'année prochaine et qui intégrera justement ces nouvelles mobilités. Et au-delà de ça, c'est dans la réglementation, la contrainte, c'est-à-dire que là où on a du transport lourd, on exige moins de places de stationnement, donc, puisque c'est ce qui coûte cher à un opérateur de créer du stationnement, et pouvoir mettre justement du coup l'argent dégagé sur d'autres priorités, sur la qualité d'habiter, sur les matériaux, sur ce genre de choses. Et puis, dernier point, je pense qu'on arrive aujourd'hui, parce qu'on a évoqué le rôle des politiques, à une vraie prise de responsabilité forte. On voit bien, et on avait tous débattu, la nécessité de faire notre révolution. Et je pense que quand on prévoit la ville à 5-10 ans, il faut se questionner tous les jours. C'est pour ça que vous disiez que rien n'est écrit, et heureusement d'ailleurs, et tout s'adapte et tout se transforme en fonction des évolutions. Mais on arrive à une période charnière où on va avoir évidemment la confrontation entre les modernes et progressistes et les conservateurs. Et on voit bien que lorsqu'on déploie une ligne de transport lourd, métro, tramway, il faut redistribuer les lignes de bus, et là, ben non, la mamie du coin qui a l'habitude de... Et c'est là où il faut aussi forcer les choses. On est élu sur un programme, sur des convictions, et je crois qu'il faut avoir des élus courageux qui appliquent, même si on s'oppose à quelques conservatismes. Voilà. D'accord. Alors écoutez, il y a plein d'autres questions aussi qui se poseront tout à l'heure. On va passer donc la parole à Jean-Pierre Sérus. C'est important, Jean-Pierre Sérus, en tant qu'élu donc sur ces questions du transport et de la mobilité au sein de cette métropole Aix-Marseille-Provence, qui est la plus grande de France, qui est aussi une métropole très embouteillée, on a beaucoup de chiffres là-dessus, qui est aussi une métropole très polluée. On nous dit qu'on risque d'avoir pas mal de pénalités dans les mois ou les années qui viennent. Est-ce que le discours que vous entendez là vous permet de dire aujourd'hui, nous pouvons relever le challenge sur ce territoire, de dire, puisqu'il y a quand même une notion, M. Pellata n'a pas peut-être employé le mot expérimentation, mais on est aussi peut-être à ce niveau-là en France aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez dire, on va relever un challenge extraordinaire avec la réputation qu'a Marseille dans ce domaine-là et qu'a la métropole, c'est d'être la métropole exemplaire, ou en tout cas qui va entreprendre un programme sur ces questions-là? Alors on va pas, on le relève, le challenge. Ce à quoi nous assistons, c'est une révolution, c'est une métamorphose. Pour reprendre le thème des rencontres économiques d'Aix qui se sont passées ce week-end, c'était les métamorphoses du monde. Il faut bien que chaque acteur est un acteur d'une métamorphose.
que ce soit ceux qui fournissent des services, que ce soit ceux qui imaginent des produits, que ce soit ceux qui s'occupent d'énergie, que ce soit ceux qui s'occupent... Nous assistons à une métamorphose. Le rôle de l'élu, moi je vais être très modeste, le rôle de l'élu, il est double. D'abord, il y a un sujet de démocratie, et l'élu représente le peuple. J'ai entendu à plusieurs reprises l'exemple chinois, il faut savoir notre capacité à imposer. Nous sommes ici, en France, ici en Europe, ici à Marseille, sur la métropole Aix-Marseille-Provence, dans une culture de tradition démocratique. Donc, première vision de l'élu, c'est de ne pas oublier l'échelon démocratique. Deuxièmement, nous sommes là pour porter la responsabilité. Si on prend le sujet de la mobilité, n'oublions pas qu'il y a encore quelques années, nous étions organisateurs de transport. Notre rôle, je distingue bien l'élu représentant du peuple et puis l'élu, l'exécutif qui a la responsabilité. Prenons le rôle de la responsabilité, de l'exécutif. Il y a encore quelques années, nous organisions des transports. On se posait la question combien de personnes se déplacent entre Aix et Marseille, entre La Rose et le centre-bourse, et on devait organiser le transport de ces gens. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes responsables de la mobilité. C'est une métamorphose absolument fantastique, qui change tout d'ailleurs. En particulier avec l'autre ressort du politique, qui est celui de la démocratie, représentant de la démocratie. Parce que la mobilité, elle est au cœur de la liberté. On n'est pas aujourd'hui dans un système où on peut, même si on l'explique, proposer et mettre en œuvre quelque chose qui entraverait ce qui est essentiel. La métropole Aix-Marseille-Provence, c'est 2 millions de personnes. Ces 2 millions qui ont tous leur quotidien et la mobilité au cœur de leur quotidien. Je le dis souvent, le soir, on parle de la météo et de la façon dont on s'est déplacé. Et pas de la façon dont on a été transporté, de la façon dont on a été déplacé. Alors, un peu des matchs de foot en ce moment aussi. Et un peu des matchs de foot, et ça fait un bien fou à tout le monde. Alors pour revenir maintenant sur votre question, est-ce que nous relevons un défi? Oui, nous relevons un défi. D'abord, la métropole, c'est une institution qui s'est mise à l'échelle de ce défi. On ne pouvait pas régler le problème de la mobilité de manière indépendante avec NPM, Aubagne, etc., etc. Deuxièmement, très vite, on a travaillé sur 2 chronologies, sur 2 temporalités. D'abord, la temporalité très rapide, qui intègre ce que Patrick Pellata disait, c'est-à-dire l'horizon présenté, c'est-à-dire l'horizon 2020-2025. Et je suis comme vous très optimiste. Je pense qu'au travers d'un agenda qui est un document très malléable, très pragmatique, on s'est donné la possibilité de centrer la mobilité autour de l'intermodalité. Alors, ça paraît peu de choses pour ceux qui observent les choses après coup, mais je peux vous dire que ça a été un travail énorme d'imposer en moins d'1 an. On a relevé ce défi, on a dit, c'est pas du transport, c'est de la mobilité, et la mobilité, c'est l'intermodalité. Et l'agenda de la mobilité métropolitaine, si on devait lui donner un autre nom, ça serait l'agenda de l'intermodalité sur l'aire métropolitaine. Ensuite, on a une deuxième temporalité, qui est celle du plus long terme, 2030-2040. Et là, j'attire votre attention sur la vision que peuvent en avoir les politiques. Il faut qu'on soit extrêmement humble, je l'ai déjà dit. Évidemment, on va s'adapter à ce qu'on appelle finalement la transformation ou réinventer l'automobile. Pour nous, c'est privilégier l'intermodalité et au mieux, le plus possible, transformer l'utilisation des véhicules automobiles de manière optimale. Très franchement, vu de l'élu, que ce soit de l'autopartage, que ce soit du covoiturage, que ce soit de la navette autonome, c'est pas à nous de faire des choix. Mais on doit faire en sorte que les véhicules soient optimisés, en particulier leur utilisation du domaine public. J'ouvre une parenthèse très courte. Nous avons en charge quelque chose qui est très compliqué, qui est le partage de l'espace public. Et on voit bien, au travers, cher Patrick Pellata, de vos interventions, que vous attendez de nous, et vous avez raison, qu'on arbitre.
Et l'arbitrage de l'utilisation du domaine public, c'est une liberté fondamentale, et c'est là que le versus démocratique revient. Je ferme cette parenthèse. Sur le long terme, nous aurons à faire autre chose que de réguler de l'intermodalité, parce qu'il faudra des infrastructures. Moi, j'ai à la fois un grand optimisme, comme vous, sur notre capacité à optimiser l'utilisation des véhicules au travers de toutes ces métamorphoses auxquelles nous assistons, mais je ne crois pas qu'il faille aujourd'hui prendre une décision qui serait très dommageable, de dire les infrastructures, c'est terminé. Il continuera à y avoir des logiques de transport, on continuera à avoir des flux importants. Si on considère que la métamorphose, c'est un système complètement ouvert et simplement régulé, je pense qu'on n'aura pas fait notre travail. Donc nous ne lâchons rien, pour terminer sur notre façon de relever le défi, au travers de notre agenda, on va dire, de l'intermodalité sur l'aire métropolitaine, on intègre tout cela, nous investissons aujourd'hui, l'exemple de la Demoiselle, où avec The Camp, nous développons le véhicule autonome, le travail que nous faisons au travers des journées sans voiture, au travers de l'accompagnement de tout ce qui a été présenté ici. Ça, c'est notre rôle, mais nous ne lâchons rien, et en particulier, je termine là-dessus parce que c'est mon leitmotiv, il faut que l'État comprenne qu'en matière d'infrastructure, en matière d'organisation de la mobilité, il a un rôle essentiel à jouer. Ici, nous sommes non seulement la première métropole par sa superficie, la deuxième métropole française, nous sommes la porte sud de l'Europe, nous sommes le premier port de Méditerranée. Ici se joue une part du PIB du pays. Et lorsque vous me parlez de pollution, etc., bien évidemment, il y a l'aspect de qualité de vie. Il faut améliorer la qualité de vie, mais il faut aussi améliorer l'attractivité, la performance de ce territoire. Et l'État ne pourra pas ne pas investir très fortement en infrastructure, parce qu'excusez-moi, mais on a eu la disparition la semaine dernière de M. Sadé, qui a permis aujourd'hui à Marseille d'être une plateforme logistique absolument extraordinaire. Donc on aura besoin d'infrastructures lourdes pour pouvoir gérer les plateformes qui s'inscrivent ici sur ce territoire. Voilà. Donc on relève le défi, on ne va pas le relever, on le relève, et vraiment, permettez-moi de le dire, aujourd'hui les politiques, en tout cas moi c'est ma conception des choses, on n'est plus sur quel mandat, évidemment, il y a, vous avez raison de le souligner, en 2020-2021 des élections, mais tout ça est largement minime par rapport aux vrais enjeux qui est de faire ce territoire, une métropole monde pour être en compétition avec les grands territoires mondiaux.